Puisqu'il a été question du Baal Shem Tov hier dans la bouche d'Armand Gatti, puisque Louba, je crois que c'était elle, nous a rapporté l'histoire de ceux qui ne se souviennent plus que de l'histoire, justement, je voudrais commencer mon exposé par un court récit chassidique qui a été rapporté par Martin Buber. Et il s'agit d'une réflexion de Rabbi Levi Itzhak, qui vécut de 1740 à 1809 et trouva à s'installer à Berditchev, on le connaît sous ce nom. Non loin de Kiev, donc, en Ukraine. Le rabbi se heurtait à une difficulté d'interprétation du livre d'Isaïe, dans lequel on peut lire un enseignement, c'est-à-dire ce qui s'enseigne, ce qui est la loi, c'est-à-dire encore une Torah. Un enseignement donc sortira de moi. Et le rabbi s'interrogeait, mais est-ce que le prophète vient nous dire qu'il va nous révéler la loi une deuxième fois? Comment faut-il l'entendre? Puisque nous croyons de foi parfaite que la Torah, reçue par Moïse au Sinaï, ne sera ni changée ni remplacée, qu'elle est entière et immuable, puisqu'il nous est défendu de toucher même à une seule lettre. À cette énigme, le Rav proposa une réponse. La Torah, disait-il, n'est pas faite seulement des lettres noires, mais également des interstices blancs, ces signes que nous ne savons pas lire. Alors, super. D'abord, je tiens à dire que je suis nullement spécialiste du cinéma polonais, mais que d'accord avec Philippe Ménard, nous avons pensé que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur ce film dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est très important. Et voilà comment je conçois ma communication. Je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit à propos de ce film, et très bien, notamment par des historiens, mais par des historiens justement, et moi je ne suis pas historien. Donc je vais essayer d'aller vite, de résumer les présupposés. Je vais aussi également essayer de mettre à profit mon sujet pour poser des questions de méthode et plaider peut-être pour un autre type de lecture de ces films de fiction qui font de la Shoah leur sujet. Je vais également axer ma réflexion sur la question que le colloque pose au théâtre et au cinéma et qui est celle des limites de la représentation. Et je vais pour cela commencer par une mise en perspective rapide de la production polonaise de l'époque. Voilà un sommaire très rapide qui vous montre que j'ai quand même essayé d'organiser un minimum ma présentation, rappeler le contexte, résumer ou proposer des résumés de ce film, dire deux mots de sa réalisation, dire deux mots aussi des critiques dont il a été l'objet, parler de la représentation des victimes, insister sur un personnage qui m'est cher, qui est Benson Monastirski, et conclure, si l'on veut, en évoquant à nouveau les limites de la représentation. Le film a succès en Pologne quand sort La Dernière Étape. C'est pas du tout La Dernière Étape. En 1947, c'est un film qui s'appelle Les Champs Interdits, Zakazane Piosenki, de Leonard Burskowski, qui est une chronique de la vie sous l'occupation à Varsovie. Et ce film est un film patrimonial, si l'on veut. Comme vous le voyez à l'écran, il a bénéficié d'une réédition DVD encore récemment. Ce film n'est pas sorti en France. La Dernière Étape, en revanche, a fait une belle carrière internationale et une belle carrière en France. J'ai été étonné de voir qu'il avait réuni pas loin de 2 800 000 spectateurs en 1947. C'est-à-dire qu'il était au 21e rang du box-office et que davantage de spectateurs français se sont déplacés pour voir La Dernière Étape en 1947 qu'ils ne se sont déplacés pour voir La Maison du Dr Edwards d'Hitchcock. Bon, certes, c'est pas tout à fait la même... mais encore. Bon. Voilà, cette année-là, c'est Bambi qui, avec 10 millions de spectateurs, est en tête du box-office. Si l'on veut mettre le film en perspective, il faut aussi rappeler celui d'Alexander Ford, La vérité n'a pas de frontières. C'est sous ce titre qu'il a été exploité en France, 1948. C'est un film peut-être plus officiel qui, semble-t-il, n'a pas été tourné en Pologne mais en Tchécoslovaquie, si mes renseignements sont exacts. Et ce film met en scène la vie dans un immeuble de Varsovie, et puis dans le ghetto de Varsovie. Et il s'achève sur le soulèvement, sans masquer l'antisémitisme polonais, mais en insistant aussi sur la fraternité qui peut exister entre juifs et catholiques polonais, à telle enseigne que vous le voyez en bas à droite, ils jouent au foot ensemble. Le film dont on peut aussi parler, qui se réalise en 1947, mais qui ne sortira qu'en 1957, c'est un film qui traite aussi de ce sujet, 2 heures, Dwie Godzini, de Stanislas Wall, qui met en scène 2 personnages qui, l'un et l'autre, ont été à Majdanek, un capot et sa victime juive. La Dernière Étape n'est donc pas le seul film à se monter à cette époque.
Il en est un autre qui, lui, n'a pas eu le droit de sortir en Pologne, dont j'aimerais vous parler pour terminer, que vous connaissez peut-être, mais qui ne lasse pas de me surprendre. C'est ce film interdit en Pologne, Unsere Kinder, dont encore une fois j'aimerais reparler avec vous si on a le temps tout à l'heure, un film de 48 de Nathan Gross et Shaul Goskind en yiddish. La dernière étape, c'est aussi un film qu'il faut envisager dans le cadre de la filmographie de Wanda Jakubowska, puisque en réalité c'est le premier volet d'une trilogie, peut-être même d'une quadrilogie, puisque en 64 sort un film dont voici l'affiche et quelques photos de tournage, La fin de notre monde. Qu'en 85, et là les photos qui viennent de la Cinémathèque Narodova sont très, sans ambiguïté sur le sujet. C'est toujours cette histoire de camp sur laquelle revient Wanda Jakubowska. J'ai pas le temps de m'attarder, mais enfin, en tout cas, la dernière étape est un volet de cette trilogie peut-être, ou même quadrilogie, puisqu'en 1960 sort un film qui a aussi à faire avec ces questions, qui s'appelle Rendez-vous au crépuscule, même si la Shoah dans ce dernier film n'est pas évoquée aussi directement. Alors, le film, donc réalisé en 47, est sorti en 48 par la polonaise Wanda Jakubowska, la dernière étape, a été considéré comme une œuvre matricielle. Annette Hinsdorf, Ilana Vizar, Stuart Lippmann, entre autres pour la France, et j'insiste surtout, l'historienne Anna Wiewiórka, ont rapporté les circonstances exceptionnelles du tournage et résumé la biographie de l'auteur. Donc je me suis beaucoup inspiré de leurs travaux, bien sûr, d'autant que Anna Wiewiórka et même Stuart Lippmann ont eu l'occasion de rencontrer la cinéaste. Pour Wiewiórka, c'était en 91, et Wiewiórka lui consacre aussi un chapitre de son travail sur la mémoire du génocide. C'est une évaluation qui a été en partie remise en question assez récemment par Anno Levy, 2004, qui suggère de replacer le film dans l'histoire, des formes et dans celle des genres, pour se poser à nouveau la question de savoir si le film est véritablement un film matriciel. C'était le titre de son article, en substance. Pour respecter le temps qui m'est imparti, je dois considérer que ce film, la dernière étape, est assez bien connu de tous et me contenter de résumer très brièvement son intrigue, faute de quoi je n'aurai pas le temps d'insister sur ce qui me semble le plus saillant. En réalité, l'histoire du film se confond avec celle de la cinéaste. Elle était résistante, polonaise, et avant-guerre, elle avait réalisé des courts-métrages, documentaires, et un film de fiction, dont on voit ici un photogramme, Nad Niemnen, 1939, une adaptation d'un roman de la célèbre, je crois pouvoir le dire, écrivain polonaise Eliza Orzeszkowa, qui d'ailleurs avait elle-même consacré un ou plusieurs ouvrages au rapport que les Juifs pouvaient avoir avec l'aristocratie polonaise, et même un ouvrage au rapport que les Juifs orthodoxes entretenaient avec les Juifs libéraux. Dès 1930, avec d'autres, Wanda Jakubowska a fondé le groupe Start, qui se fixait comme tâche de créer en Pologne un cinéma, je cite, socialement utile. C'est l'école de Łódź, dont sortiront notamment Andrzej Munk, le célèbre cinéaste qui termine sa carrière dramatiquement en tournant La Passagère, mais également Wajda et Roman Polanski, qu'on voit sur ces images. Alors, elle est arrêtée par la Gestapo en octobre 1942, emprisonnée, puis envoyée à Birkenau en avril 1943. Elle est transférée dans le petit commando de Raszko, où se trouve réunie, je cite Wiewiórka, une petite élite féminine européenne qui, d'une manière assez exceptionnelle, s'emploiera à développer la solidarité entre les déportés. Elle est surprise en possession d'un journal interdit, donc elle est renvoyée à Birkenau, mais elle pourra survivre au Revir grâce à la protection des militantes communistes. C'est en très grande partie son expérience personnelle des camps que retrace Wanda Jakubowska dans un film qui comporte deux grands moments. Durant les 50 premières minutes, nous découvrons la réalité hallucinante du camp avec les yeux de Marta, une jeune juive polonaise qui, parlant plusieurs langues, échappe à la sélection. On la voit, Marta, sur le photogramme. Et les 50 dernières minutes sont plus dramatiquement construites. Il s'agit, pour le dire vite, du projet et de l'échec d'une tentative de fuite de Marta et d'un détenu devenu son amant. Tentative désespérée qui bénéficie pourtant du soutien de la résistance. Ce qui paraît essentiel de mettre en lumière a été très bien révélé par Annette Wiewiórka.
c'est le fait que le projet de film est rigoureusement contemporain du séjour à Birkenau et sans doute consubstantiel à la volonté de survie de la cinéaste. Ce grincement, il faudra le tourner à part, aurait-elle déclaré à l'une de ses compagnes de détention, qu'en pénétrant pour la première fois à l'intérieur du camp, elle entendit le son de la grille se refermant sur elle. Et le film rend compte en effet de ce bruit caractéristique. Quand à la nuit tombée, les silhouettes filmées en plongée d'une vingtaine de déportés font leur entrée dans le camp et dans la boue. Voilà, ce témoignage est conforme, je n'ai pas besoin d'insister, à celui des survivants que nous connaissons. Bruno Mettelheim, Le Cœur Conscient, François Le Lyonnais, par exemple, ont relaté de telles expériences. Le film prend donc naissance dès le printemps 1943, et c'est la raison pour laquelle il n'est peut-être pas à proprement parler une reconstitution. Tout indique que ce film à faire accompagne la détention de Wanda Jakubowska, qui fera d'ailleurs appel à ses propres camarades de déportation quand viendra le moment de la réalisation. Gerda Schneider, communiste allemande, qui a passé 11 ans en captivité et qui est le modèle du personnage d'Anna dans le film, aurait écrit le scénario très tôt avec la cinéaste. Et ce sont les anciennes compagnes du camp qui acceptent d'incarner la grande majorité des 350 figurantes principales du film. Enfin, le tournage, qui débute le 15 juillet 1947, se déroule à Birkenau même, dans cette prairie transformée de nouveau pour l'occasion, vous le voyez à l'image, en un vaste terrain boueux. On le voit, l'auteur entend se situer au plus près de ce que fut et de ce qui est encore la vérité de son expérience concentrationnaire. Et son film apparaît bien comme un point de repère pour des cinéastes aussi différents qu'Alain Resnais, George Stevens, Gillo Pontecorvo, Zika Mitrovic ou Andrzej Munk, qui emprunteront certains motifs, voire directement certaines scènes à la dernière étape. Chez le cinéaste américain, par exemple, ce sont les insupportables attentes des déportés alignés, debout dans la nuit, qui viennent hanter de manière étrangement prémonitoire les cauchemars de la jeune Anne dans son adaptation de Journal d'Anne Frank. Et ces images ont une fonction référentielle puisqu'elles servent surtout à instruire le spectateur du sort réservé à l'héroïne d'un film qui est normalement essentiellement un huis clos. Voici l'extrait du film de George Stevens. Voilà, je vais arrêter ici pour gagner du temps. Et je ne vais pas insister, il y aurait beaucoup à dire, mais ça a déjà été fait, je crois, sur le fait que Resnais lui-même, dans Nuit et brouillard, en quelque sorte justifie le titre de son documentaire en conservant l'un des trains de la dernière étape qui, environné de fumée, de mauvais augure, arrive dans la nuit et le brouillard. Je n'insiste pas. Pour passer directement aux critiques dont le film a été l'objet assez rapidement. Donc il est vrai qu'une terrible impression de réalité se dégage encore aujourd'hui du film de la cinéaste polonaise, ce qui n'empêche pas donc son travail d'être l'objet, je viens de le dire, de critiques récurrentes qui sont, si l'on veut, de deux natures différentes. La première critique participe plutôt d'un jugement esthétique et oppose la première moitié du film, j'en ai parlé tout à l'heure, jugée authentique et suscitant l'émotion, à la seconde, beaucoup trop conventionnelle.
Bien sûr, c'est la possibilité même d'un récit après Auschwitz qui se trouve ici mise en question. Et deuxième critique d'ordre politique cette fois, la deuxième partie du film serait réduite à une apologie de la résistance et comme telle pervertie par l'idéologie communiste dominante. On reproche parfois en effet, jusqu'à aujourd'hui, à Wanda Jakubowska, de n'en avoir pas assez dit, d'avoir même contribué avec son film à masquer la judéité de l'immense majorité des victimes. Et pour faire justice de cette appréciation politique, je pense que nous devons avoir recours à l'analyse filmique et même procéder à une analyse esthétique. Un peu moins d'une heure donc après le début du film, c'est-à-dire très sensiblement à la moitié de sa durée, le récit prend en effet une nouvelle direction, mais il nous semble que la transition entre ces deux parties est plus subtile que ne le concèdent les commentateurs, ce qui pourrait orienter l'interprétation générale. Voilà cette transition. Avant de lancer le film, dire deux mots pour attirer votre regard sur tel ou tel détail. Contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, la scène centrale du film, puisqu'elle intervient encore une fois à la moitié de sa durée, au cours de laquelle est annoncée la victoire de Stalingrad, n'est pas construite en liaison directe avec la précédente. Vous allez entendre des chants révolutionnaires russes et polonais, mais je pense qu'ils ne répondent pas exactement aux paroles de la Marseillaise que nous allons entendre également, qui est entonnée par les femmes que l'on conduit à la mort. Il revient, vous allez le voir, en réalité, à une vieille déportée d'établir dans un certain silence le lien entre deux postulations. Après le fondu au noir qui accompagne le départ des camions en profondeur de champ vers un horizon sur lequel se dessinent les hautes cheminées fumantes des crématoires, vous le voyez ici sur ce photogramme, on entend d'abord la litanie d'une oraison qui va être prise en chœur par des prisonnières agenouillées de part et d'autre, et des chalis, tandis qu'un mouvement panoramique horizontal dévoile lentement le visage d'une vieille femme en prière. Elle est filmée en plongée, en plan resserré. Puis on a un jeu assez subtil de montage qui va alors déplacer l'attention vers un groupe de 3 détenus plus jeunes que le champ contre champ nous invite à regarder en contre-plongée cette fois avec les yeux de la plus vieille. Il s'agit pour chacune d'entre elles d'opposer une réaction à la séparation et à la mort de leurs camarades qu'on vient d'emporter. Alors voilà l'extrait. Domie złoty, Arko Przymierza, Gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych. Osadzibie krwi i chwały, oby nie wskrzeszenia był. Ręce Pan ku Bożem wiary, aż do piątku wielkiego dnia. Dawaj ten wielki boj, a szybko tyły ciągle już, sprawdziane you are going. Udzielaj zwana rodzenia i pojęcia słowa, idiot, wojna narodzenia, dziesiętna wojna, hej, to Polak na magnesji, żyj swobodna Polsku, żyj! Takim hasłem swej podniety, stron Polosza wrogów drzwi. Diabolek czekamy, skuteczny zgolny znak, Niemcy wróci k nam po polskim pagodziach. Voilà, donc vous avez entendu les chants révolutionnaires qui sont bientôt suivis de pas de danse endiablés et rythmés par le battement des mains de toutes les déportées. Je pense que cela ne se résume pas à la propagande. La vieille femme a finalement interrompu sa prière. Elle va dans quelques instants rejoindre le groupe des résistantes. Elle se prend elle aussi à battre des mains, mais sa défection ne signe pas simplement la victoire du parti. Elle entérine aussi le silence de Dieu. Rappelons-nous qu'elle était en train de prier.
La rupture donc, que les commentateurs ont cru pouvoir déceler au centre du film n'est donc peut-être pas aussi nette qu'on l'a dit. L'évocation des événements quotidiens de la vie du camp n'a pas cessé après l'annonce de la victoire de Stalingrad, même si cette annonce a réjoui un temps les femmes du Révire. Les plans suivants mettent en scène avec une très grande sobriété l'arrivée d'un nouveau convoi, essentiellement composé de jeunes enfants, qui sont conduits sagement vers la chambre à gaz. C'est dans cette partie encore que sont évoqués les stocks immenses de fournitures confisquées aux déportés, en une perspective métonymique qui inspirera nombre de films postérieurs. Je ne sais pas si j'ai le temps de lancer l'extrait. J'ai encore un peu de temps. Une dizaine de minutes. Alors, vous allez me faire confiance. Et je vais simplement vous montrer donc un photogramme qui est tiré de cette scène. Ce qui tempère l'enthousiasme des critiques, c'est la banalisation de l'action qu'entraîne la représentation d'actes individuels de résistance, et l'on sent bien que la fragmentation des intrigues de la première partie leur semble plus conforme à la réalité concentrationnaire que la construction édifiante de la seconde. La question que je me pose est de savoir si l'auteur pouvait l'éviter. Et je suggère que plutôt que de lui reprocher sa soumission, d'ailleurs toute relative, on le verra, au discours idéologique dominant dans l'Europe de l'Est de 1947, soumission sans laquelle le film n'aurait tout simplement jamais pu voir le jour, il serait plus juste de souligner que la dernière étape apparaît précisément à un certain moment de l'histoire et que son intérêt réside aussi dans les tiraillements entre ce que Wanda Jakubowska voudrait ou pourrait dire et ce qu'elle peut effectivement montrer, entre ce qu'on croit savoir des camps alors, comme aujourd'hui, et ce que la cinéaste, elle-même ancienne déportée, privilégiée et résistante communiste, est capable de formuler en images. S'il fallait encore convaincre de la sincérité des intentions de la cinéaste, on renverrait à l'étude signalée tout à l'heure de Hanno Levy, qui fut directeur du Fritz Bauer Institut de Francfort-sur-le-Main avant de diriger le musée juif d'Onheim en Autriche, et qui a recherché les documents disponibles à la Filmothèque Narodowa, dont on parlait tout à l'heure, à Varsovie, qui conserve les archives de la compagnie Film Polski. Il apparaît que Wanda Jakubowska a eu les plus grandes difficultés à imposer son projet et son premier scénario, déposé dès le mois de décembre 1945. Le directeur artistique de la compagnie, Jerzy Bossak, l'aurait, ce scénario, de son propre aveu, bien plus volontiers confié à un Fritz Lang, à un Pabst ou un John Ford, je cite, que de le faire reposer sur les frêles épaules de Wanda Jakubowska. Son sujet n'était, selon lui, pas de nature à intéresser le public polonais, qui avait lui-même, je cite, tant souffert. Le responsable politique en chef du studio, Adam Wadzik, demande donc à Wanda Jakubowska de profondes modifications. En mai 1946, elle est encore en train de travailler à son scénario, car pour le directeur politique, Wadzik, pour lui, en tout cas, les atrocités commises contre les femmes et les enfants juifs sont insupportables pour le public. Il faut absolument ménager dans ce long métrage un espace de soulagement. Les membres de la commission artistique discutent encore du scénario en 1946, en 1947. Il en ressort que le film doit véhiculer un message politique plus net et expliciter les enjeux de la résistance. Pour la réécriture, on essaie même d'imposer à Wanda Jakubowska l'assistance de Georg Klaren, scénariste et monteur en chef de la DEFA, qui était un scénariste hitlérien selon Wanda Jakubowska. Elle refuse en tout cas son concours, et même si elle accepte quelques changements dans le scénario, mais qui consistent à ce stade à supprimer les passages qui relataient l'histoire d'un des personnages centrales avant sa déportation, mais surtout à souligner l'activité de la résistance. C'est-à-dire que on impose, j'insiste là-dessus, à Jakubowska que son scénario souligne l'activité de la résistance et ses rapports avec la résistance extérieure. Dans le même esprit, on demande à Jakubowska de développer le rôle d'Eugenia, le médecin russe, et de lui faire revêtir celui de martyr, de sorte que le personnage de la juive polonaise Marta ne soit plus la seule martyre du film. On lui impose encore de terminer le film sur une note plus dramatique, d'où la panique qui s'installe dans les rangs des SS à l'arrivée des bombardiers, qu'on imagine soviétiques. Il y a même un des membres de la commission, Tadeusz Olwy, qui lui demande de ne pas signaler la judéité des déportés qui arrivent au camp, de ne les représenter qu'en tant, je cite, qu'êtres humains, histoire de ne pas laisser entendre que la catastrophe concerne en priorité les Juifs. Mais, j'insiste là-dessus, Wanda Jakubowska s'y refuse et la judéité des victimes ne sera pas gommée dans la dernière étape. J'ai sans doute pas le temps de vous montrer l'extrait.
Mais on a plusieurs extraits qu'il suffit de regarder et d'écouter, dans lesquels il apparaît nettement que le film n'est nullement suspect d'ambiguïté pour ce qui est de l'origine juive de l'immense majorité des déportés. Et à revoir le film aujourd'hui, on aurait même le sentiment qu'il est d'un des très rares à mentionner clairement cette vérité. Dès le départ, dès l'arrivée de ce premier train, on annonce que 2500 victimes promises à la mort, 2500 personnes sont dans ce transport, mais il s'agit très nettement de 2500 juifs. Plus tard, ce sont également des femmes juives. Le dialogue ne laisse encore une fois aucun doute à ce sujet, que l'Oberhauptherrin blonde et jolie Valkyrie destine à la chambre à gaz et qu'elle exige de ce fait à ses subordonnés assignés à l'appel. Et je pourrais multiplier les exemples. Alors, ce sur quoi je voulais un petit peu insister, donc, c'est sur la personnalité de Benson Monastirski, qui était le chef opérateur de ce film. J'aimerais signaler plus longuement qu'on le fait d'habitude, que les qualités cinématographiques qu'on reconnaît d'habitude à la seule cinéaste ne sont peut-être pas uniquement caractéristiques de son unique travail, mais concernent donc également Boris Benson Monastirski, qui a fait ses classes avec Dziga Vertov. Il était déjà responsable de la lumière pour le fameux film de propagande 3 chants pour Lénine, qui mêle à la fois reportage et fiction. Personnalité de Benson Monastirski qui avait beaucoup impressionné la jeune Huguette Faget, qui joue le rôle de la jeune fille française dans le film et que Philippe et moi avons eu l'occasion de rencontrer naguère. Il était responsable aussi de l'image pour le film de Gustav von Wagenheim, Borzi, Les combattants, qui est un film antifasciste de l'Agit-Prop, réalisé en 1935-1936 par une équipe très cosmopolite. Également, Monastirski était présent sur le plateau de Raduga, L'Arc-en-Ciel, film de Mardanskoy, qui raconte la vie d'un village ukrainien sous l'occupation allemande, film qui avait déjà séduit la critique par ses mouvements de foule, sa maîtrise des mouvements de foule et la photographie des visages. Son caractère à la fois artistique et réaliste. On a un exemple de ces photogrammes de l'Arc-en-Ciel. Des personnages de la dernière étape, qui ne sont pas loin d'être encore des personnes et qui entretiennent avec la diégèse un rapport si problématique, nous sommes, nous, spectateurs, à la fois proches et lointains. Et la caméra, située à hauteur d'homme et tendant à nous associer aux protagonistes, le cadrage aussi, qui privilégie le plus souvent les plans resserrés, notamment dans les scènes d'intérieur, transforme un temps le Révire en un refuge très illusoire et font de la dernière étape un film terriblement intimiste, la dernière station de l'humain. Mais le spectateur ne peut pas se départir de l'idée que très vite ces personnages féminins nous échappent, que dès leur entrée dans le camp, un fil s'est brisé, non pas tant peut-être entre elles et nous qu'entre leur univers, leur planète et le monde que nous connaissons. Et le film n'aurait pas d'autre ambition que de renouer ce lien perdu. Si on se pose la question de savoir comment cet écart est figuré à l'écran, il est peut-être par le truchement des regards. On est frappé à la projection par l'extrême rareté des regards de Frou. Les personnages du film de Wanda Jacobowska fixent le plus souvent le hors-champ et semblent observer intensément ce qui ne nous est pas donné à voir. À la fuite de leurs regards pourrait correspondre notre propre cécité. Les yeux de Martha Weiss, par exemple, dès sa sortie du wagon, s'orientent vers la partie supérieure du cadre de l'image et les champs contre champs sont toujours construits dans cette intention. D'ailleurs, partez-vous de réalisation étonnante parce que le premier personnage qui apparaît et qui croise notre regard dans le film, c'est celui plein cadre, 20 minutes après le début du portrait d'Adolf Hitler. En choisissant de capter le regard des protagonistes avec tant de parcimonie, la cinéaste et son chef opérateur parvient à redécouvrir des règles de composition très anciennes. C'était déjà celle des peintres de la Renaissance italienne, et la manière de Piero della Francesca peut, selon nous, éclairer certaines scènes du Réville. Et c'est pas un paradoxe. En choisissant de capter les protagonistes avec tant de parcimonie, elle nous fait penser, en tout cas c'est mon interprétation, au baptême du Christ. Michael Baxendale rapporte que dans le baptême du Christ, il y a un groupe de 3 anges sur la gauche, vous les voyez ici, qui sont utilisés en vue d'un stratagème que Pierrot a souvent exploité. Nous apercevons peu à peu que l'un des personnages, c'est le personnage qui est près de l'arbre, vous le voyez, fixe un regard très appuyé sur nous, légèrement au-dessus ou à côté de notre tête. Cela instaure, écrit Baxendale, une relation étroite entre lui et nous, et nous devenons réceptifs à ce personnage et à son rôle. Il est un quasi-festaiolo. Ce rôle est toujours un rôle mineur, tenu par un ange secondaire ou une dame d'honneur, mais en relation étroite avec d'autres personnages semblables,
À tour de rôle, nous balançons entre la vue frontale du spectateur et la relation personnelle de l'acteur avec le groupe. De telle sorte que nous avons de l'événement, une expérience assez composite. Si les personnages principaux du récit paraissent détourner ostensiblement leur tête de l'objectif de la caméra, si l'appréhension de leur regard nous est invariablement refusée, il n'en va pas de même des déportés de l'arrière-plan. Dans plusieurs scènes tournées à l'infirmerie, alors que les femmes engagées directement dans l'action persistent à faire abstraction de la caméra en évitant que le regard ne croise son champ, ce sont les malades allongés à plusieurs sur un même chalit qui viennent comme transpercer la toile de l'écran en nous fixant intensément. Foncièrement réaliste, le film de Wanda Jakubowska n'aurait pas pu se concevoir autrement. La cinéaste est cependant la première à souligner qu'en cette matière, l'univers figuré dans la dernière étape est très en dessous de la vérité vécue par les détenus. C'est ce que ne manqueront pas de rappeler diverses personnalités comme le révérend père Riquet, qui sous le patronage de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes présentera le film au public français. Cette précision sera assez systématiquement reproduite dans la presse, parfois avec une note d'effroi. Que cette décision de ne pas tout montrer ait été difficile à prendre, comme elle le reconnaît elle-même dans un article de 1951, certains documents de tournage le confirment, tel celui représenté ici à l'écran, qui correspond à un plan finalement abandonné, semble-t-il. Un document iconographique conservé aujourd'hui à la DIFI pourrait aussi en témoigner. Il s'agit d'une photo de plateau représentant la maquette de cadavres squelettiques particulièrement convaincant, entassés dans une sorte de charrette, amoncellement qui n'est pas sans rappeler les images des montagnes de corps de Bergen-Belsen visibles dans les actualités de l'époque. Ces corps livides n'apparaissent pas dans le montage final. Ils ne furent même pas filmés. La maquette fut finalement écartée in extremis. Le souci affiché par la cinéaste de ne pas céder aux tendances naturalistes s'affirme peut-être moins au stade du scénario qu'à celui du tournage. Ce faisant, elle s'efforce également de substituer à ces images écran des charniers, qu'avec d'autres, le documentaire de René et Carole continuera à véhiculer, celles fictives, mais aussi authentiques que possible, du quotidien de la vie des camps. Les commentateurs les plus avisés comprendront la portée de l'enjeu. Quant à l'effort d'atténuation dans la réalité de l'objet, des anciens déportés parmi les spectateurs sauront gré à la cinéaste de ce qu'ils considèrent comme une indispensable précaution. Alors je vais conclure très rapidement. Il y a donc une certaine effervescence critique autour de ce film, la dernière étape auquel on reconnaît, on dénie l'authenticité historique, le caractère matriciel par rapport aux fictions cinématographiques, ces ans qui l'ont précédé, qui suivront. Ces enjeux, à mon avis, concernent moins le passé que le présent. Et pour garder la tête froide, il convient sans doute de revenir aux sources, de revenir au film, ce que nous avons tenté de faire au moins brièvement ici. Pour montrer, d'une part, que s'il est un reproche absolument infondé, c'est bien celui d'avoir occulté le génocide. Le film, c'est aussi un autre point sur lequel j'aimerais insister en conclusion, s'inscrit nécessairement dans une histoire des formes et des représentations. On aurait pu s'en douter. Monastirski appartient à un courant qui remonte au moins aux années 20, à l'agitprop, à Dziga Vertov, et à travers eux, à ce qu'il est aussi convenu d'appeler l'expressionnisme allemand, ne serait-ce qu'en vertu de la composition de la lumière. Si on invoque parfois le néoréalisme, c'est vraisemblablement en raison de la filiation, de sa filiation avec le cinéma d'Equinox. On s'en souvient. Wanda Jakubowska, déportée politique, a eu la chance d'appartenir à un petit commando avant de trouver une relative protection au Revier. Ce fut une déportée privilégiée, si l'on veut. Son film n'est nullement représentatif de ce que subirent l'écrasante majorité des déportés d'Auschwitz qui furent, comme on le sait, et comme le film le traduit explicitement, à plusieurs moments, conduits immédiatement à la chambre à gaz. Ceux-là n'ont pas d'histoire. Quant à celle des survivants, réduite à la plus absolue déréliction, elle n'est pas édifiante dans l'acception volontariste et positiviste que le discours résistentialiste de l'après-guerre voudrait propager, et c'est précisément l'une des caractéristiques du crime nazi. Nous pensons quant à nous que Wanda Jakubowska et Gerda Schneider ont tenté, conformément à cette promesse qui forme le topos des déclarations des survivants, de porter témoignage en représentant ce que leurs camarades et elles avaient vécu. Alors, pour terminer, je voulais seulement, sous forme d'envoi, revenir à nos enfants. Que Wanda Jakubowska et Gerda Schneider se sont aussi posé très tôt la question des limites de la représentation, mais dans un cadre très contraignant, ça on l'a vu, celui d'un cinéma d'État de plus en plus étouffé par la doctrine officielle. Cela est vrai. Mais ces questions de limites de la représentation, il faut savoir qu'elles ont été posées de manière plus nette encore dans un film beaucoup moins ambitieux, tout à fait bricolé, jamais sorti en Pologne, je vous l'ai dit, et d'ailleurs produit
par une coopérative juive, la Kinor, parlant yiddish, qui forme ici sa dernière production. Je renvoie aux très percutants travaux de Ira Königsberg et surtout à ceux de Laurence L. Langer, et je me contenterai ici de vous proposer un extrait en guise d'ouverture. Ce film, il a sans doute pas grand-chose à nous dire sur le plan de son scénario, ou plutôt son interprétation doit être conduite avec prudence en vertu des circonstances historiques, encore une fois très particulières de sa réalisation. Il s'agit donc d'un film qui raconte l'histoire de Tzigane et Schumacher, qui jouent leur propre rôle, qui étaient deux duettistes yiddish très célèbres, qui étaient réfugiés en URSS pendant la guerre. Et au cours d'un spectacle qu'ils donnent en Pologne, ils sont interrompus par des jeunes enfants qui ont l'air turbulents et qui sifflent leur sketch inspiré de la tradition de Sholem Aleichem, pardon. Voilà. Ces enfants, ce sont des orphelins qui ont été eux-mêmes témoins de la catastrophe. Alors Tzigane et Schumacher décident de les recevoir dans leur loge et demander des explications aux enfants. Et comme vous le voyez sur l'écran, le petit garçon lui dit que les gens pauvres ne ressemblaient pas du tout à ce que vous nous avez montré. Dans le ghetto, les gens ne ressemblaient pas du tout à ce qui apparaît dans votre sketch. Alors Tzigane et Schumacher décident de rendre visite aux enfants dans le home d'enfants, leur orphelinat si l'on veut, dans l'espoir, disent-ils, de tirer d'eux un matériel nouveau pour leur spectacle. Et de fait, dans la deuxième partie du film, ce seront les enfants qui vont se faire les mentors des adultes. Ce home d'enfants, il est, comme vous le voyez ici, l'égide de Korczak, dont le portrait trône dans la salle de repas. In wer von euch hat gesehen an Nemesis-Reife? No? Ich hab gesehen ein Feuer, aber es nicht gewinnt kein Wasser, man hat nicht gelöscht. In wie hast du gesehen das Feuer? In Warschau, wenn es hat gebrannt das Ghetto. Und die? Ich hab euch gesehen das Feuer, wenn die Deutschen haben Winter in ganz Warschau. Aber ich gesucht, dass die Kinder sind in der Qual. Man nicht an Neuzer. Nie Kinder. Wer noch hat gesehen, wie er so die Stutt hat gebrannt? Ich. Also Kinder, wir will machen a Vermester. Wer es wird am besten übergeben oder inszenieren. Das, was hat gesehen mit den eigenen Augen oder mitgemacht, wenn die Deutschen sind in Du gewesen, der wird bekommen eine neues Zeichnung. Ein Geschäft. Ich weiß nicht, was man darf als der Mann und die Kinder. Kim. Warte, Efter will die Aktion noch etwas beweisen. Entschuldigt, Saverem. Es wird spät. Die Kinder müssen gehen schlafen. Sie will noch Zeit haben, sich zu fassen. Voilà, on peut simplement arrêter ici. La question des limites de la représentation et de ces possibilités, elle est posée, vous l'avez vu, directement par la cuisinière. Et dans la nuit, à l'occasion des cauchemars des enfants, Tzigane et Schumacher comprendront qu'ils ont pénétré dans la maison des cauchemars. Je vous remercie.